Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Alors ce soir, nous parlerons encore de méditation. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons commencé à vous entretenir sur les préalables de la méditation. Nous avons parlé entre autres de la formalité et de la dévotion. Et nous nous sommes entendus sur le fait que les formalités étaient tous ces efforts que nous faisions pour pouvoir réveiller en nous les facultés ou alors les potentiels qui sommeillent. Et c'est avec cela que nous pourrons à un moment être des êtres dévoués, c'est-à-dire respectueux de la nature et même de l'être humain. Ce soir, nous allons continuer dans la même lancée et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne, qui est d'ailleurs concepteur de l'émission, de nous en dire un peu plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gatt, merci pour ce résumé qui est un résumé de rappel. Alors nous allons foncer vers la vie intérieure et puis le silence intérieur avant de se pencher sur la pensée et la méditation métaphysique. Voilà. Alors vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble. C'est avec la chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez également la réflexion, bien sûr. Vous aurez votre page pratique et la possibilité, autant pour moi, de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, nous allons commencer à dérouler le livre de la connaissance. C'est la chronique de ce soir. Les premiers pas pour la vie intérieure et le silence intérieur. Pour acquérir des connaissances de ce monde invisible, 4 points sont à relever, à savoir les formalités, la dévotion, la vie intérieure et le silence intérieur. Les formalités ne sont autre chose que le fait ou les conditions qu'il faut remplir pour condenser nos forces. Nous devons reconnaître qu'il sommeille en chacun de nous des facultés à l'état latent. On n'a jamais cessé de dire que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Et c'est ce qu'on nomme le monde de l'initiation. La dévotion. La dévotion est ce deuxième point par défaut, car pour pouvoir rencontrer le maître, le disciple devient un investigateur spirituel. Il doit se mettre sur le chantier de la dévotion. Il s'agit d'une attitude de l'âme d'un vrai disciple, la conséquence d'une loi que connaissent très bien les physiciens. Nul ne peut ainsi ignorer qu'en cultivant la vraie dévotion, il en naîtra une force qui, tôt ou tard, nous élèvera à la connaissance. La vie intérieure. La vie intérieure est le troisième élément qui permettra de vous réaliser et que de votre fort intérieur, vous gagnez en toute simplicité la force du mental développée par la pure dévotion en soi. Toutefois, une nouvelle dimension vous conditionnera la vie. Vous ne serez plus influencé par les impressions du monde extérieur et pendant ce temps, vous allez en revanche développer en vous une vie intérieure plus intense. Toute personne qui se laisse distraire par les concepts venant des autres ne saurait trouver le chemin de la science spirituelle. Toute personne qui doit avoir une vie intense, supérieure qui fait barrière à ce qui viendrait de l'extérieur tendant à la perturber. Cela ne vaut non plus dire que le disciple doit oublier à ne plus rien observer autour de lui. Il ne doit pas devenir totalement insensible par rapport au monde extérieur, mais doit comprendre que toute idée qui ne devient pas en soi un idéal tue son âme de sa force. Et que celle qui devient un idéal crée en lui des forces de vie car elle revivifie l'âme. Le silence intérieur. C'est quand l'âme est revivifiée qu'il se produit le calme intérieur. Le calme ou le silence intérieur s'obtient lorsque le disciple ne cherche pas la connaissance dans l'unique but d'accroître ou d'accumuler en lui des trésors, se détournant du chantier de la dévotion. Il doit rechercher la connaissance pour être prêt à mieux servir l'ennoblissement de l'homme et l'évolution de l'univers en lui faisant porter un pas vers l'avant.
c'est ce qui va déboucher au calme intérieur. Oui, parce que c'est seulement en prenant le chantier de la dévotion qu'on développe la vie intérieure. Mais l'accès à ces chantiers intensifiera la vie intérieure car la science spirituelle nous donne des règles pratiques à observer. Tous les instituteurs véritables sont tous d'accord sur le contenu de ces règles même s'ils n'utilisent pas les mêmes mots pour les énoncer. Jamais ils n'exerceraient aucune domination sur les créatures, au moins encore sur leurs semblables. Ils sont pénétrés par l'esprit. Le premier pas du silence intérieur est le fait de savoir apprendre à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est illusoire, le réel de l'irréel, afin de compte le mal et le bien. En résumé, disons que la connaissance de soi n'est pas si simple. Elle implique le fait d'acquérir des connaissances relevant des mondes supérieurs par l'initiation. Pour pouvoir y aller, il faut rentrer tout d'abord sur le chantier de dévotion sous plusieurs étapes. Les formalités, la dévotion elle-même, la vie intérieure et le silence intérieur. Voici ce qui vous a été réservé en cette édition. Lors de la prochaine édition, nous allons approfondir le sujet en l'élargissant sur l'initiation, ce qui vous permettra de savoir en profondeur comment se passent des choses pour une parfaite connaissance de soi. Et vous comprendrez que connais-toi toi-même est tout d'abord le premier pas qui vous fera connaître Dieu. Alors, professeur, ce soir, nous continuons avec les pas vers la méditation proprement dite, puisque la semaine passée, nous avons commencé avec les formalités et la dévotion. Aujourd'hui, nous parlons de la vie intérieure. Moi, j'aimerais commencer par une phrase, ou alors les deux dernières phrases du paragraphe sur la vie intérieure. Vous nous dites que toute idée qui ne vient pas en soi est idéale. Non, je reprends. Que toute idée qui ne devient pas en soi un idéal tue son âme de sa force, et celle qui devient un idéal crée en lui des forces de vie, car elle revivifie l'âme. J'aimerais bien que vous nous expliquiez davantage cette dernière phrase qui apparemment résume ce que c'est que la vie intérieure. Bon, alors, c'est que tout le long de la vie de l'individu, il ne raconte que les choses qu'on lui a dit. Bon, alors lui, sa part, c'est quoi dedans? L'enfant dit à sa mère, l'enfant de la maternelle dit à sa mère, la maîtresse a dit qu'on ne dit pas comme ça. Parce que lui, il est en train de dire le tête. L'article le ne va pas mieux avec tête. Et sa mère lui dit, on dit la tête. Alors, il rappelle à sa mère que sa maîtresse a dit qu'on disait le tête. Donc, c'est sa maîtresse qui connaît. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Nous avons beaucoup d'exemples de 1 plus 1 égale 2. En mathématiques, c'est tout le monde qui le dit. Alors, si tu veux dire le contraire, on va te rappeler que tu ne connais pas assez de choses en mathématiques. Alors donc, il y a des choses qui ne nous concernent pas, qui ne concernent même pas notre vie, mais nous vivons avec. Et pourtant, notre vie n'est pas ce qui se laisse transparaître, c'est-à-dire ce qui ressemble un peu à ce que tout le monde trouve bon. Chacun a ses réalités personnelles, chacun a son destin, pour ne pas dire sa mission, et chacun doit faire des efforts que sa mission s'accomplisse en de bonnes manières, en cherchant à savoir comment c'est sa mission. Donc, il est très difficile d'aller dans l'inconnu avec le commun des mortels aujourd'hui, parce que ce qui est connu et ce qui court la rue, c'est ce que tout le monde sait. Alors, si tu viens avec quelque chose que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est, ça sera dramatique pour toi parce que tu seras marginalisé. Pourtant, je rappelle encore, je ressoutiens encore l'argument du fait que nous sommes plus intérieurs qu'extérieurs. Pourquoi se faire embrigader par l'extérieur alors?
si nous sommes plus intérieurs que l'extérieur, qu'extérieurs. Sinon, comment expliquer que nous sommes donc plus intérieurs qu'extérieurs? Parce que là, on dit de l'irréel naît le réel, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas naît ce qu'on voit. De ce qu'on ne palpe pas existe ce qu'on palpe. C'est-à-dire la base de ce qui existe serait de ce qu'on ne palpe pas. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais de quel Dieu croient-ils? D'une existence qui n'existe donc pas, puisque nous, on ne croit qu'à ce qu'on voit, à ce qu'on a déjà entendu dire que ça existait. Mais pourquoi croire donc en Dieu alors que Dieu n'existe donc pas du fait de le percevoir, de le palper? Alors pourquoi croire en Dieu? L'homme n'est donc pas ce qu'il est du sens physique. Il est ce qu'il est du sens métaphysique, c'est-à-dire de ce que j'ai toujours dit, de son soufflet de vie, qui n'est palpable que du fait qu'il est en train de mouvoir, de bouger, de parler, de se pavaner, de se mettre dans ses arrogances pour expliquer combien, au-delà même de la mortalité, il dépasse tout le monde. Alors, donc, c'est de l'irréel qui naît le réel. Si nous voulons être en contact avec notre âme, nous devons aller chercher comment, du moins la notice de notre âme. Et cette notice, c'est de par nous-mêmes. Ce n'est pas de par de ce que disent les gens. Parce que, en quelque sorte, chacun a sa définition de l'âme. En fonction de ses croyances, en fonction de son environnement, en fonction de l'influence, soit spirituelle ou je ne sais pas quoi, qui entretient ces concepts et ces croyances, qui ne sont plus des croyances personnelles à un moment donné, mais qui se personnifient du fait que c'est lui qui croit comme ça. C'est comme une personne qui est du corps médical, il va dire que la science a dit ceci, la science a dit cela. Alors lui, il ne palpe rien. Il dit ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on lui a dit est vrai? Rien. Surtout que dans certains domaines, on ne discute pas de ce qu'on dit. Par exemple, à l'université, on ne discute pas de ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est la parole d'évangile, et on doit rester dans la logique que on n'est pas là pour discuter parce qu'on est apprenant, on n'est pas comprenant. Voilà. Alors, pour ce, quelle posture faudra donc, je prends l'exemple de l'étudiant, puisque vous venez de parler de l'université. Voilà un jeune homme qui vient d'avoir sûrement son baccalauréat à l'université, et il y a des concepts qu'il apprend tous les jours dans cette école. Quelle devrait donc être sa posture, puisque vous nous faites comprendre que c'est de l'irréel qu'est né le réel. Donc en fait, à un moment, j'ai l'impression que il y a sûrement une certaine façon de se positionner face à ce qu'on reçoit tous les jours du monde de tous les jours. Bon, alors, disons que on a toujours confondu la connaissance à un système de formatage, c'est-à-dire si par exemple on nous rappelle que Appert était le premier à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la pasteurisation du lait, et que Pasteur, qui était un imposteur, tombe sur des travaux d'Appert qui existaient 30 ans avant sa naissance, et qu'il en fasse sien ces travaux-là, avec l'appui d'un État français en mal de créer, mais toujours en récupération de ce que les autres font, et s'emparer comme si c'est eux qui en ont fait. Alors donc, on est dans un environnement de tricheurs. Et c'est cet environnement qui crée des gens comme Pasteur, c'est cet environnement qui crée les gens comme Freud. Alors ces gens-là
la double dimension de la vie n'est pas perçue de la même manière, parce que prenons par exemple le cas de Freud, du fait que Jung, qui prenait Freud comme son mentor, et qui avait fait des travaux longtemps dans le cadre de ce qu'on parlait de l'inconscient, du conscient, on le verra au cours des éditions futures, la meilleure manière de voir les choses sur le plan métaphysique. Alors, les discussions sont arrivées au point où Freud était obligé d'utiliser des mesures occultes en convoyant un certain nombre de personnes lors de la passation de la main, parce que l'association créée par lui devrait avoir un autre président, et ce président-là, c'était Jung. Jung n'a pas pu présider simplement parce que Freud a mis toutes les batteries pour que Jung devienne un écervelé pendant 6 ans. Alors, c'est des choses qui sont pas connues des universitaires, et c'est ces gens qui, d'abord, il était un grand fumeur de cigarettes et de cannabis et tout. Donc, c'est des messieurs toqués qui ont fabriqué ce qu'on a aujourd'hui comme formation scolaire d'un très haut niveau. Il faut le savoir avant, ou il faut le savoir au cours de ta formation scolaire, pour te positionner, parce qu'il faut bien savoir ce que tu cherches à l'école, le diplôme ou la connaissance. La connaissance, il n'existe pas de connaissance dans le système scolaire occidental. Il n'en existe pas. Il existe un enseignement qui est tantôt productif sur le plan de ce qu'on veut atteindre comme but, c'est-à-dire de l'exploitation de l'homme par l'homme, dont le plan impérialiste, et de l'autre côté formatif, parce que d'autres gens peuvent partir de cet enseignement se trouver dessus d'autres voies qui seront même de nature à étonner ceux qui ont mis en place cette méthodologie. Alors, c'est ceux qui vont donc chercher à comprendre l'école et voir ce qui a lieu de voir et mettre en pratique ce qui a lieu de mettre en pratique et de banaliser ce qui a lieu de ne pas mettre en pratique. C'est ceux-là qui ont une posture métaphysique. Et c'est cette posture-là qui fait la différence entre deux étudiants. Celui qui a passé son temps à réciter les cours, le cas des médecins, c'est les grands réciteurs de cours, et puis ils sont tellement embourbés au point où le monde est aujourd'hui dans l'impasse à cause de ce genre de formation. Alors, donc, on est devant une situation où ces deux gens, ils ne se posent pas des questions. Quel est mon rôle dans la vie? Tu ne peux pas avoir un rôle d'agir sur le bien de la collectivité sans que tu n'intègres la logique, celle de dire ma mission c'est laquelle? C'est de chercher mon salaire ou bien de mettre en mal les vies humaines, comme ça se passe en médecine officielle. Résultat, à l'école, lorsque tu es donc à l'école, quand tu constates que ce qu'on t'a enseigné ne peut qu'être dangereux pour l'humain, tu démissionnes. Cela ne veut pas dire que tu as mal fait l'école, au contraire, tu auras bien fait l'école. Pourquoi? Parce que tu as vu le côté positif de l'école et le côté négatif. Tu as pu faire la synthèse. Maintenant, tu peux créer ton académie à partir de cette école-là. Parce que pour avoir été quelque part, tu es différent de celui qui n'y était pas du tout. Voilà à peu près ce que je peux bien donner comme réponse à ta question. Alors, professeur, nous vivons dans un monde où il y a, je ne vais pas dire de bruit, mais on court derrière le travail, on court derrière. Mais à un moment, vous nous dites qu'il faut bien qu'on puisse avoir une certaine vie intérieure. Comment est-ce que cela va être possible lorsque on vit dans un monde qui est toujours en mouvement? À quel moment et comment devons-nous vivre cette vie intérieure qui serait bénéfique pour nous?
Le problème, c'est que il y a une question d'assimilation. Nous sommes des assimilés, c'est-à-dire que nous faisons comme tout le monde fait. Et nous sommes comme obligés de nous comporter comme ça. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, maintenant, est-ce que si, par exemple, les pâtes alimentaires, les boîtes de conserve, les œufs non fécondés, dont l'œuf que la poule n'a pas été en contact avec le coq, tout ce que nous devons ingurgiter au cours de la journée, et que dans cet environnement, il n'existe pas d'autre chose à manger. Alors, je comprends ta question, qu'est-ce qu'on fera? Ben, on restera affamé et on ne va pas mourir. Parce que le jeûne aussi, c'est un traitement et c'est un bienfait. Alors, si on peut faire 5 jours, on ne mange pas. Et on mange le week-end parce que peut-être on a le temps le samedi et le dimanche. Et on mange dans les plus bonnes manières en sachant qu'on a fait 5 jours sans manger et que l'estomac ne peut pas prendre le gros morceau de macabo, le bâton de manioc, des choses assez difficiles. De se faire des purées ou des bouillies et en prendre comme le bébé, on vivra longtemps. Nous mourrons vite. On ne vit pas 100 ans parce que nous prenons en compte l'alimentation sur le plan négatif. Parce que les nutriments, je te dis, sont du pôle négatif de l'alimentation. Bon, alors maintenant, on va me poser la question. Tu dis comme ça, toi-même tu vis comme ça? C'est-à-dire tu restes toute la semaine, de lundi à vendredi, et attendre samedi et dimanche. Encore que moi je travaille samedi, je travaille dimanche. Alors, c'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que dans la société, il y en a qui doivent faire des travaux voués à la tâche, et il y en a qui doivent fonctionner pour soutenir la société. Là je m'explique. Si on donne une éducation à la masse populaire, de manière à ce qu'il y ait moins de malades, ce n'est pas que les pharmacies vont fermer et les hôpitaux, mais il y aura moins du travail dans les hôpitaux et chacun pourra se reposer. Et le fait que tu puisses te reposer te permet de prendre... Parce que, prenons par exemple la médecine en Afrique. Moi j'ai connu mon oncle qui était médecin et même mon père, entre guillemets, François, on se reposait à midi. C'est-à-dire qu'on venait à midi et on retournait au travail à 14h30 ou à 15h. Et à 17h, on se retrouvait à la maison, il n'y avait pas de malade. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une vie artificialisée. Il n'y avait pas de boîte de conserve, les gens n'en mangeaient pas. Et à peine c'est la sardine qui était la plus grande boîte de conserve qui existait à l'époque. Il n'y avait pas de pâtes alimentaires. Il n'y avait pas des œufs non fécondés. Alors toutes ces choses-là sont venues pourrir la société. Et avec le fait que le paludisme a été mal soigné, et les soins de paludisme ont créé au niveau du foie un carrefour de maladies. Avec ce carrefour maintenant, à partir du foie, chacun peut trouver son compte chez un nouveau spécialiste ou des nouvelles spécialisations naissent chaque jour en Afrique et dans chaque pays qui a adopté le mode européen de fonctionnement. Voilà comment on dirait la chose. On doit former la masse avec des émissions, non des débats politiques, des débats exhibitionnistes sur le plan métaphysique ou des débats religieux pour montrer combien Dieu nous aime, mais c'est nous qui ne l'aimons pas. Pendant ce temps, nous sommes devant toutes les misères du monde et c'est Dieu qui nous aime là, ne fait rien, alors qu'il suffit d'un coup de baguette, alors tout s'arrange. Si on s'en tient à leur Dieu et à la façon dont ils expliquent Dieu. Résultat, nous pensons qu'il faut recréer la société sur la base de la formation de la masse. Voilà. Alors, professeur, j'ai envie de... Parce que tout à l'heure, pendant que vous parliez, j'ai eu une idée. Mais la vie intérieure, c'est quoi? C'est de rester tranquille, de fermer ses yeux
Comment on fait ça? Comment? Ouais. Parce que, mais on va nous dire, je ne sais pas, on va expliquer ça comment, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour expérimenter, voilà, c'est le terme exact, pour expérimenter cette vie intérieure-là. Est-ce qu'il faut juste fermer ses yeux et oublier ce qu'on a fait de la journée? Ou alors, il y a toute autre chose qu'il faut faire pour pouvoir vivre cette vie? La vie intérieure commence par le fait que pourquoi on respire encore? C'est la première question à se poser. Pourquoi je respire encore? Alors qu'à côté, quelqu'un ne respire plus, il est à la mort. Alors, c'est qu'il y a quelque chose en moi encore, qui existe encore en moi. C'est ça l'irréel. C'est-à-dire quelque chose que je n'arrive pas à palper, je ne palpe ça que à travers le fait que moi, je respire encore. Alors, maintenant, comment faire en sorte que cette respiration ne soit pas banalisée ou que cela ne soit pas un acte banal? Je crois que c'est vers là qu'on peut aller maintenant dans la question que tu poses. Alors, on va dire ceci. Est-ce que pour savoir assez de choses par rapport à ma vie antérieure, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais rester seulement comme ça et dire, alors comme je respire, je sais que je vis et je me connais? Ah non, c'est que nous sommes comme les gens qui boivent de l'alcool à tue-tête. Et puis, quand on lui en parle, que tu vas tomber malade, il dit, je connais mon corps. Hein, je peux boire même 2 casiers de bière, je ne saoule pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il connaît son corps, il sait combien son corps encaisse de ce qui serait de nuisible par rapport à son mode de vie, au point où personne n'a rien à lui dire. Et il va avec ça jusqu'à chez les thérapeutes. Je connais ma maladie. Je suis venu prendre le médicament ou le produit qui correspond à ma maladie. Il ne veut pas une consultation de fond. C'est-à-dire, si tu veux relever le fait d'aller dans le fond des choses, comme pour l'amener à comprendre que peut-être au cours de sa vie, vous ne connaissez pas sa vie, mais vous supposez que on n'est pas malade pour rien. Au cours de sa vie, il aurait dû faire des erreurs. Ou il aurait dû commettre par négligence un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des erreurs parce qu'il ne savait pas. Mais il y a aussi qu'il sait bien des choses, mais il néglige. Alors comme ça, il en devient malade. Il ne veut pas qu'on en discute. Il connaît sa maladie. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on se connaît. On se connaît lorsque on peut être à même d'avoir les possibilités de transcender tout ce qui est du point de vue physique pour casser la barrière qui est entre ce monde physique-là et l'autre monde qui se veut intangible, qui se veut métaphysique. Alors, pour casser cette barrière, ça doit être une préoccupation. C'est-à-dire, on doit être préoccupé comme on est préoccupé à construire une maison. On doit être préoccupé à construire la cathédrale de son âme. Parce qu'on suppose que son âme habite quelque part, mais cet endroit que loge son âme, où se trouve son âme, cet endroit n'est pas construit. On a fait des émissions ici pour essayer d'expliquer la chose de la plus belle manière, en disant que le mode de vie doit être un mode de vie de nature à nous conscientiser que chaque geste, chaque décision que nous portons à notre rencontre peut être une décision nuisible ou alors une décision de bienveillance. Et là, petit à petit, on atteindra un niveau où l'être intérieur qui est en nous, comme s'il se révélait, va se mettre à dialoguer avec nous. Voilà. Alors, pour ça, parce que quand on parle de vie intérieure, c'est pour un moment expérimenter le silence intérieur. D'ailleurs, c'est
le quatrième élément que vous ressortez dans la chronique. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et je pense que nos téléspectateurs eux aussi ne comprennent pas. Parce que quelque part, vous aviez dit que le silence intérieur devrait se faire non pas dans le but d'accroître son savoir ou d'accumuler des trésors, mais surtout dans le but de rechercher la connaissance pour être prêt pour son élévation. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on se met sur le chemin de la vie intérieure, donc du silence intérieur, on ne s'intéresse plus, ou alors on devient, comme on a dit, heureux les pauvres, car ils verront Dieu? Non. Une personne qui vit de ses connaissances métaphysiques ne manque de rien. Alors, cette personne-là peut marcher sur l'eau. Donc, il n'a pas besoin de bateau pour aller aux États-Unis. Étant à Dakar, même étant à Douala. Il n'a pas besoin d'avion pour aller en Europe. Cette personne n'a pas besoin de la nourriture à des moments précis. Il se nourrit autrement. Mais cette personne n'a pas besoin de téléphone portable pour communiquer avec des gens. Mais à supposer que tu es seul à être comme ça, hein, ça devient un homme miraculeux. Et là, tu nuis. Les autorités de ton pays, c'est les premiers à se sentir en danger. Parce que si tu es une personne qui a développé les pouvoirs qui sont en elle à l'état latent, il suffit de toucher le mur dans le but de se retrouver de l'autre côté parce que tu ne trouves pas de porte, à supposer qu'on te met en prison, tu touches le mur, dès que tu t'adosses au mur, tu deviens le mur et directement tu te retrouves de l'autre côté parce que tu te débarrasses des particules, des composants, de tout ce que le mur a. Alors, qui aimerait avoir des gens comme ça? C'est pour cette raison qu'on a tué la spiritualité dans tous les secteurs de la vie. Parce que sur le plan médical, la spiritualité consistait à enseigner qu'est-ce que c'est que le vitalisme. On a commencé cet enseignement, beaucoup de gens ont exploré cette piste, au point où si on continue avec, il n'y aurait pas de médecin du tout. Il n'y aurait pas de pharmacie du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a dit, mais c'est pas ça. Beaucoup de choses se sont passées. Par exemple, l'école a été mise sous contrôle avec Charlemagne. Simplement parce qu'il ne fallait pas que les gens réunissent les gens chez eux. Peut-être que ça foutier, tu fabriques les chaussures par exemple, tu as besoin des apprentis. Alors, ou bien les gens ont besoin de fabriquer les chaussures, donc apprendre à fabriquer les chaussures chez toi. Mais sauf que les causeries qui se passent dans ces milieux, le roi n'est pas au courant de ça. Ça peut être des causeries qui vont faire de choix son pouvoir. Donc il fallait contrôler ça. C'est comme ça que toutes les écoles sont sous contrôle. Tu ne peux pas ouvrir une école sans l'autorisation d'un État. Parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que tu enseignes dedans. Bon. Donc, l'homme n'a pas besoin de manger des nourritures qui ne lui servent à rien. C'est parce que nous mangeons que nous mourons. Nous avons déjà deux nourritures qui sont essentielles pour nous, deux aliments essentiels. Il y a l'air, il y a l'eau. Maintenant, les nutriments, parce que nous sommes les créatures de la terre. Ce qui fait dire les religieux, nous venons de la poussière, nous retournons de la poussière. Nous c'est qui? Nous, c'est pas nous. C'est l'habillage de nous. Nous, c'est l'être intérieur. Et si cet intérieur prend sa dimension spirituelle-divine, nous n'avons pas besoin de tout ce que nous avons. Là, le temps et l'espace n'existera plus. Il suffit de penser à ton village. Tu te retrouves à ton village immédiatement. Hein? Voilà. Alors, puisqu'on parle de pensée,
nous allons vous proposer la deuxième chronique, effectivement, qui traite de la pensée et la méditation métaphysique. Et on revient juste après pour la suite de la pensée et la méditation métaphysique. La pensée crée, construit, coordonne, contrôle, administre tout dans une même combinaison à partir de l'être intérieur. Un vaste champ qui donnera naissance à un jardin secret, car renfermant cette personne à ses propres pensées. Pourtant, au-delà de ce jardin secret, et parce que l'homme est de la dimension parcellaire, en même temps microcosme, ses pensées toutefois frappées d'une embrouille l'empêchera de connaître une élévation spirituelle. Et parce que ses pensées ne lui permettent pas à ce qu'il puisse briser le vol céleste pour pénétrer le firmament et entrer dans la sphère du jardin sacré du cosmos. Il s'agit d'un vaste jardin qui se généralise en tout, jusqu'à faire partie de son environnement. Ceci étant, l'enchaînement devrait se faire par la recherche de la culture de l'être intérieur pour que nos jardins soient de fait de surcharge de mauvaises sémences afin d'avoir des réponses à bien des questions existentielles aussi diverses et multiples soient-elles, lesquelles qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, sont demeurées les mêmes. Ce qui nous empêche jusqu'ici d'être capables de palper le côté caché de l'absolu que d'aucuns appellent le grand architecte et d'autres l'être suprême. Dans un jeu de l'observance de la mémoire et de l'imagination, quelques représentations de cet être suprême fait effet de partage de mêmes pensées en des disciplines entretenues par des groupes qui, à leur tour, vont se faire des adeptes dont ils disciplinent par une sorte d'enseignement ou de formation en des thèmes diversifiés selon la nature même de leurs propres croyances. À cela, prêtres, imams, architectes, philosophes, mathématiciens, musicologues ou musiciens, chacun évoque l'expression ou sa pensée de cet espace spirituel avec des angles de vue totalement diversifiés, selon qu'il est dans une cathédrale, dans la rue, discutant avec des amis de même bord ou non, et dans n'importe quel lieu. Le terme spirituel semble être confisqué au travers des diverses cultures religieuses, du christianisme au judaïsme en passant par l'hindouisme, même chose. Ce qui fait remarquer que la mission d'évangélisation, par exemple, est une sorte de route spirituelle. L'une des raisons qui fait que la méditation ne soit pas prise en compte dans certaines de ces religions. Nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de méditation. Mais voyons ce qu'il en est de la méditation métaphysique, aussi appelée méditation transcendantale. Elle ouvre à la conscience le réservoir de l'infini vis-à-vis de soi tout d'abord et ensuite d'autrui. Elle busque l'énergie en soi, provoque la créativité par le raisonner en relevant l'intelligence qui réside au plus profond de nous-mêmes. Ce type de méditation crée un champ qui permet l'unicité de toutes les lois de la nature en soi et faciliter la pénétration en son être intérieur. Il s'agit d'une formule de méditation qui permet d'influer l'individu jusqu'à sa pure conscience. Elle incite le progrès et l'évolution de la vie dans toute création. C'est inné. Alors pour ça, tout à l'heure, nous parlons de la vie intérieure et bien sûr du silence intérieur. Et vous avez relevé le fait que si on arrivait à expérimenter cette vie, on pourrait se déporter, se déplacer sans avoir besoin de moyens de transport, juste par le fait de la pensée. Et dans la deuxième partie de la chronique, effectivement, vous nous faites savoir que la pensée crée, construit, coordonne, contrôle. Bref, la pensée apparemment est le moteur de l'être humain. Alors, puisque la pensée est aussi forte que cela, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir
voudrais dire développer parce que j'estime que malheureusement, c'est pas connu. C'est quelque chose de banal, la pensée. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant pour pouvoir travailler sa pensée au point d'arriver, travailler pour lui donner le caractère qu'elle devrait avoir normalement. Est-ce que de nos jours, quelqu'un va encore avoir la pensée? Marchez, regardez, mettez-vous dans dans un coin du trottoir et vous voyez comment les gens marchent. Chacun a un bout de quelque chose entre ses mains. Il marche et il ne voit plus le sol. Alors, à quel moment sa pensée peut s'ordonner? Alors que derrière sur son écran de portable, Android, ou bien je ne sais pas quoi, tellement de choses défilent sous ses yeux et ces choses sont plus intéressantes que sa propre vie. Dans les bureaux, même chose. Alors, nous sommes à un seuil de, comment je peux appeler ça, de déluge. C'est-à-dire que nous sommes en train d'atteindre un niveau où un niveau très bas. Ce que nous mangeons nous détruit. Nous respirons l'air qui n'est pas de bonne qualité. Nous ne buvons pas l'eau qu'il faut et nous ne buvons même pas de l'eau. Parfois, toute la journée, on n'arrive même pas à boire 1 litre d'eau. Alors qu'il faut en boire peut-être 3, 4 même, pourquoi pas. Et puis, nous n'avons pas la concentration sur ce qu'on a à faire. Hein? On ne se concentre pas. D'abord, tiraillé par plusieurs choses à la fois. Soit vous êtes employé, vous tiraillé par le patron, des dossiers qui fusent sur la table, des appels sans cesse téléphoniques pour répondre à certaines situations ou à certains déroulés de certains dossiers. Alors tout cela, ça nous met dans une situation où nos pensées sont complètement noyées dans un divertissement pas possible. Alors tout commence avec la mise en place de la radio, de la télévision. Dans un premier temps, les films de brutalité, hein, des Rambo, des ci, des ça, étaient les films les plus vus. On n'a jamais voulu mettre en place, parce que même quand on peut aujourd'hui avoir des documentaires dans certaines télés, ces documentaires-là ne sont pas suivis comme les débats politiques où les gens s'insultent tout le long de l'année et rien ne change dans la vie de la population qui les fait confiance et qui par moment les ont même élus si jamais il y a des élections souvent. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a jamais eu d'élection. Ce n'est pas la France qui me dira le contraire, ni les États-Unis. Alors, comment on voudrait bien qu'il y ait des élections en Afrique? Pas du tout. Bon, mais ces gens qui nous représentent, parfois, ne sont pas de nature à savoir assez de choses concernant la vie des communs des mortels au plus haut niveau. Parce que moi, quand je dis ces gens qui nous représentent, je ne parle pas de la sous-région, des présidents africains et tout. Je parlais de ceux qui se sont mis comme des donneurs de leçons, mais qui sont tirés par des ficelles des mafiosistes, hein, qui sont des groupes d'influence, qui mettent au devant de la scène de certains messieurs appelés des présidents de la République dans leur pays, Amérique, machin et tout, et qui font leur volonté pendant ce temps et ils font des affaires. Alors, comment la vie du citoyen du monde peut-elle changer? C'est difficile. C'est pourquoi nous on dit, parce qu'il est arrivé à un moment donné au début de ce programme de faire des débats, soit avec des prêtres, soit avec des pasteurs, faire des débats. Mais on a constaté que, du moins moi personnellement, j'ai constaté que ça ne nous permet pas d'illustrer un certain nombre de choses à l'intérêt des personnes qui veulent
qui veulent savoir des choses, ou bien qui veulent nous suivre. On s'exhibe linguistiquement, on essaie de montrer combien sa chapelle est la meilleure, et tout. Entre-temps, la population a besoin des émissions formatives. Elles n'existent pas. Donc il faut en créer une. Nous sommes donc là pour l'éthique. L'éthique voudrait que si tu as un téléphone Android, que tu fasses comme on faisait avant, lorsqu'on était à l'école. Il y a un temps pour les maths, un temps pour le français, un temps pour la géographie, un temps pour la récréation. Bon. Donc il faut aujourd'hui canaliser sa vie dans un emploi du temps. Savoir que bon, il y a des moments où je dois me reposer de toutes ces choses. Je dois regarder la télé. Si je regarde la télé, c'est pour voir quoi? Je dois regarder mon téléphone portable, Android. Mais c'est pour voir quoi? Je dois être informé. Comment? Parce qu'il y a l'information en règle générale, c'est le Congo, ça. C'est-à-dire les commérages. Hein? On parlait tout des mal des pays africains par d'autres pays. Ne parlez pas de ce qui se passe chez eux. C'est un style de travail commerce qui ne fait qu'affaiblir les gens de ce coin-là. Parce que souvent, on dit même des choses que toi qui vis dans ces pays, tu ne vois pas ça dans ton pays. Alors, c'est un manque d'irresponsabilité sur le plan spirituel. Et c'est sur cette base-là, c'est ça le socle même de la société, depuis la nuit des temps. C'est l'empirisme modernisé. Alors, est-ce que nous devons donc caler dans cet empirisme modernisé? Je dis non. Comment faire donc pour maîtriser ses pensées, ses pensées? C'est-à-dire, comment faire pour avoir une pensée? Pour ne pas avoir la pensée diversifiée. Pour ne pas avoir la pensée distraite. Parce que si nous n'arrivons pas à apprivoiser nos pensées, nous ne pouvons pas franchir le pas dans le domaine spirituel et se retrouver dedans. C'est-à-dire, c'est pour cette raison que moi, j'ai voulu que nous parlons de la méditation autrement. Parce que si nous avons la méditation juste pour résoudre des problèmes, disons, moi je peux dire, spirituelo-physiques. Par exemple, tu as une maladie, tu essaies de voir comment faire avec la méditation pour t'en sortir, mais tout en buvant les médicaments, parce que le médicament n'est jamais loin. Hein? Bon, et tu as un problème, je ne sais pas, du point de vue sentimental, tu te bats à ce que la méditation t'aide à avoir un ou une amie. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais c'est des choses qui concernent notre mission à l'heure actuelle. Parce que chaque vie correspond à une mission. Est-ce que nous nous sommes donc posé la question de savoir quelle est notre mission là où nous sommes là maintenant? Parce que si les uns et les autres, leur mission c'est de venir bombarder l'Afrique, leur mission c'est d'armer les groupes contre d'autres dans un environnement qu'ils ont baptisé le pays Tang, parce que c'est eux qui ont divisé. Parce qu'ils veulent l'or, ils veulent de l'or, ils veulent de l'ivoire et tout. Si tout cela, c'est leur mission comme ça. Alors, est-ce que tu crois que ces gens-là, ils auront quelle vie spirituelle? Ils resteront animaliers. Parce que c'est le côté animal qui est prévalent dans ce genre d'actes. Nous sommes au troisième millénaire et nous entrons dans l'ère du Verseau, ou bien nous sommes en train d'y aller. L'ère dans laquelle le monde spirituel trouvera son éclosion. Et c'est pour cette raison que une émission comme celle que nous avons eu la chance d'avoir à Canal 2 ici serait la bienvenue. Et nous dirons donc aux gens, essayons de faire des efforts que nous ne soyons pas embrigadés par des multitudes de choses qui apprivoisent nos pensées.
Et là, au fur et à mesure que nous allons avancer, tout à l'heure, on va essayer de donner un exercice de méditation pour pouvoir voir comment commencer à adopter nos pensées. Voilà. Alors, pour ça, j'aimerais savoir, est-ce que quand vous parlez de créer, de dompter sa pensée, c'est fait allusion à ce qu'on a l'habitude d'entendre chez les coachs, qu'il faut se focaliser sur un point, ou alors c'est une autre méthode? Non, c'est la méthode qui voudrait bien que... Vous savez, quand vous voulez réussir dans la vie, quand vous voulez faire n'importe quoi, il faut être très concentré. Si vous avez un travail où vous venez au travail le jour que vous voulez, comme vous voulez, votre travail ne connaîtra jamais une éclosion. Si vous aviez un mari que vous donnez à manger le jour que vous voulez, comme vous voulez, si vous avez des enfants qui ne vous voient que le jour que vous voulez, comme vous voulez, ça ne sera pas la même chose que vous avez décidé de faire une famille et vous vous concentrez pour la faire. Alors, ça veut dire donc qu'il faut savoir faire la part des choses. Comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'est pas facile dans notre monde actuel, où tout le monde est en train de courir vers une certaine dimension de la vie et s'en sortir en voulant faire certaines choses. Mais la concentration n'est pas forcément quelque chose qu'on dit « je me concentre ». La concentration est un plan, d'où on a parlé de la formalité, c'est-à-dire que c'est un plan où on dit « je dois atteindre tel objectif ». L'objectif, c'est lequel? C'est de parvenir à ce que les pouvoirs qui sont en soi se réveillent. Et comment ces pouvoirs vont se réveiller? On fera de ça une préoccupation. Si cela est vrai, que c'est votre préoccupation, les voies de comment ces pouvoirs-là se réveillent vont se révéler. Et là, on va se saisir de cette révélation pour bien faire des choses. Parce que vouloir ces pouvoirs, si vous êtes complètement distrait du fait que vous avez des pouvoirs à l'état latent en vous, vous ne savez pas qu'il en existe même un phénomène pareil, qu'un phénomène pareil existe, vous n'êtes même pas au courant. Comment vous pourrez commencer à faire des travaux par rapport à ces phénomènes? Vous ne pourrez pas. Mais si vous pensez que vous êtes là, vous priez, après la mort, vous partez au paradis ou en enfer, bon, c'est un concept. Et ce concept-là pourra bien vous aider à mieux mourir et attendre voir ce qu'il y a là-bas. Parce que ça peut être comme un contrat de vie que vous ayez établi en créant une matrice. C'est-à-dire, je vis pour mourir et aller en enfer ou au paradis. Si rien n'existe de ce genre-là, votre force pensée au niveau de l'astral aura créé une matrice. Et de cette matrice-là naîtra votre enfer. Parce que c'est vous qui avez fabriqué l'enfer. L'enfer n'a pas existé pour l'autre qui ne connaît pas l'existence de l'enfer. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on vous dit. Quoi. Nous devons faire attention de ce qu'on nous dit. Voilà. Parce que nous devons être sûrs que ce qu'on nous dit, c'est vrai. Voilà. Alors, pour ça, tout à l'heure, vous avez dit que si vous avez pris un exemple en parlant de l'enfer, vous avez parlé de l'astral, parce que nos pensées auraient formé quelque chose, une matrice au niveau de l'astral. Alors, quand on va dans le processus de construire sa pensée, est-ce que ça veut dire que on construit aussi au niveau de l'astral ou bien ça s'arrête uniquement dans le... Très bonne question. Si vous avez la même pensée tout le temps, une pensée de réussite, vous allez finir par réussir. Si vous avez une pensée d'échec, vous allez finir par échouer. Là, je n'ai pas besoin de parler comme ceux qui font dans le développement personnel. L'homme est ce qu'il pense. C'est comme tu dors sur ton lit comme tu le fais. L'homme est ce qu'il pense.
Alors, maintenant, si vous faites, parce que la méditation, on va atteindre le niveau où, bon, ce soir, on aura un petit exercice sur 2 fois par jour. On peut atteindre le niveau où il faut tout le temps revenir sur la même pensée de manière rebondissante. Pour construire l'astral, c'est ce qu'on dit souvent, si tu craches en l'air, ça retombe sur toi. Cracher en l'air ne veut pas tout dire. Les crachats veut dire que faire monter les vibrations de ton être intérieur, de par tes pensées, qui vont se structurer d'abord dans un premier temps et qui vont s'élever, du moins qu'il faille structurer dans un premier temps et permettre à ce que ça s'élève. Parce qu'à force de penser, la pensée étant une vibration, cette vibration doit aller quelque part. Et au niveau de l'univers, du cosmos, des forces cosmiques vibrent à l'unisson avec nous. Parce que nous sommes parcellaires de ces forces, du fait que ces forces relèvent du macrocosme, nous étant du microcosme. Alors, nous sommes donc un assemblage, malgré que étant des entités à part. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas des entités à part sans être en même temps à part entière. À part parce qu'on nous voit distinctement et nous mourons, on nous enterre, mais le cordon d'argent, sur le plan vibratoire, ne nous met pas en des situations de manque de solidarité avec les morts. Nous sommes toujours avec nos morts. Même si nous n'avons pas la possibilité de voir leur corps éthérique et d'entrer en contact avec ces corps éthériques, fonctionner avec ce que font les médiums. Résultat, ça se passe comme dans notre environnement, et il y a le réseau. Il suffit d'avoir un téléphone portable. Allez, tu captes le réseau. Donc, il suffit donc d'avoir l'instrument portable qui te permet de capter ces énergies, ces vibrations, et les quantifier, et arriver à les matérialiser, qu'il serait étonnant que ton père qui est mort depuis, mais dont l'astral a retenu son image, son timbre vocal, matérialisé parfois sur les bandes magnétiques. Parce que si ces choses-là n'existaient pas, il n'y aurait pas de bandes magnétiques. Et ces bandes magnétiques, aujourd'hui, on les a même transformées. Nous avons des clés USB qui prennent des vidéos. C'est parce que rien ne se perd que tout cela se matérialise. Et c'est le côté métaphysique qui a ramené toutes ces choses-là au-dessus, en surface, quoi. Où aujourd'hui, on ne peut plus douter du fait que ce qui a existé a véritablement existé. En photo, en image, en son. Voilà. Alors, professeur, est-ce que le matraquage serait une forme de pensée? Je m'explique. On a l'habitude de dire, quand on ne veut pas oublier quelque chose, il faut qu'on récite cette chose plusieurs fois dans la journée. Et à force de réciter, ça va rester marqué dans la mémoire. Est-ce que c'est ça, créer ou alors construire sa pensée? On peut aller dans ce sens. Par exemple, dormir avec un magnétophone avant, comme aujourd'hui dormir avec un ordinateur où on a mis certains sons pour résoudre un certain nombre de problèmes de santé à certaines personnes, que seuls ces sons-là peuvent amener à ce qu'il y ait une transmutation des cellules, c'est-à-dire une manière de corriger les cellules. Et cette manière de corriger le fonctionnement des cellules passant par le subconscient, le supraconscient et agissant sur le conscient. Alors, ça, on peut donc utiliser ces genres de méthodes. De même, on peut utiliser ces méthodes-là pour l'auto-apprentissage.
C'est-à-dire que tu peux avoir un enregistrement qui te permet d'être au courant, comme les chansons. Tout le monde sait chanter les chansons de Mon ami Petit Pays. Hein? Parce que pour ne que citer lui, celui-là. Alors, mais c'est comment? Ça se passe parce que ça se joue régulièrement. Maintenant, si c'est que c'est quelque chose, par exemple, pour corriger son moi intérieur, ça se passera idem. Il faut seulement savoir utiliser des outils qui sont à ta disposition et sans doute le tour sera joué. Parce que l'enfant, du moins l'être humain retient ce qui est mauvais facilement par rapport à ce qui est bon. Ce qui est bon, il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir retenir ça. Donc je pense que cette question, il faut la répondre comme ça. Voilà. Alors, quand vous faites allusion aux mathématiciens, aux musiciens, et vous me dites que c'est leur façon, à travers peut-être l'activité pour le musicien, l'artiste, le musicien, à travers sa musique, il le fait passer sa pensée. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne craint pas de se retrouver en train de distraire sa pensée du moment où on commence à la partager avec tout le monde à travers peut-être des chansons, à travers peut-être des peintures? Est-ce qu'on ne risque pas de déconstruire sa pensée? Alors, on a remarqué que les musiciens qui sont à un très haut niveau ne vieillissent pas vite, sauf ceux qui se sont mis dans les logiques d'une certaine médecine. Voilà. Pourquoi? Parce que leur esprit est gai. Hein? Bon. Ils passent tout leur temps à danser, à rigoler, à voir les gens dans la salle les applaudir. Non parce que c'est des arrogants, non. Parce que c'est des gens qui sont contents de voir que à travers eux les gens ont oublié leurs soucis. Hein? À travers eux les gens, soit ils pleurent. Parce qu'il y a des chansons où si vous commencez à les chanter, ça va faire pleurer tout le monde. Et ces chansons-là, qui font pleurer, agissent directement sur la pensée des gens. Pas négativement, positivement. Parce que si par exemple, il y a une chanson du genre basée sur le pardon, et que c'est chanté de manière très très mélodieuse, et que ce soit une histoire où on sent combien on mérite de demander pardon aux siens du fait des torts qu'on les a causés, et qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont dans la même situation, il y aura des pleurs. Alors dans le métier, prenons la mathématique, Pythagore disait « et Dieu géométrisa ». Donc tout a été créé par la géométrie. Donc comment revoir le monde géométriquement? On parle, les philosophes, les premiers philosophes, les Aristote et tous ces gens-là, c'est eux qui pensaient que il existe le vitalisme, et il y a une vie qu'en étudiant comment elle fonctionne, l'homme devrait s'approprier de la vie. Avec des siècles, on a banalisé ces recherches. Les musiciens, on venait d'expliquer, donc tout cela, je ne vais pas citer les personnalités comme les médecins, parce que là, c'est des réciteurs de cours, ils n'ont pas une pensée de Dieu ou du diable. Ils sont là, ils disent ce qu'on leur a dit, et ils mettent les protocoles qu'on a mis à leur disposition. Quand ça campe, il y a une institution qui coiffe la bêtise qu'on appelle l'OMS. Allez, l'OMS rappelle les gens à l'ordre, allons à gauche, on part à gauche, allons à droite, on part à droite. Je ne les ai pas cités, parce qu'ils ne sont pas dans le registre de la
philosophie de la vie. Voilà. Chacun se fait une idée de Dieu à sa façon, dans ceux qui sont dans le registre de la vie. Malheureusement, il faut concorder toutes ces idées-là aujourd'hui pour essayer d'avoir un autre monde, hein, pour le futur de l'humanité. Alors, professeur, est-ce qu'on ne risque pas à un moment de croire ou de dire que construire sa pensée ou se lancer sur le chemin de la construction de notre pensée avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui serait s'éloigner de la spiritualité? Ah, non. La spiritualité, c'est un chemin. La méditation, c'est un outil qui nous permet d'entrer dans ce chemin. Et le chemin qu'est la spiritualité, c'est pour que nous devenions les divins. Les divins, c'est les qui? Les gens qui marchaient sur l'eau. Les divins, c'est les qui? Les gens qui ne connaissent plus la mort. Hein? C'est-à-dire, tu fais une transmutation d'un corps à un autre par le biais de ce qu'on dirait que tu es devenu un hiérophant. Ces êtres-là existent dans notre planète, sur notre planète, je vais dire. Mais bien évidemment, on ne les connaît pas. Parce que c'est des gens, quand ils sont dans des monastères, par exemple, lorsque on dit qu'on a changé de directeur de ce monastère-là, c'est la même personne qui revient, mais avec une autre couleur de peau, changeant de taille. Peut-être il était très grand de taille cette fois-ci, et bien noir, ou bien roux, et cette fois-ci c'est un blanc. Alors que c'est la même personne. Voilà. Alors, on va marquer une petite pause et on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion. On vous donne la possibilité d'écouter, de voir et de tirer vos propres conclusions. C'est la réflexion de ce soir. Bonsoir à tous. Au cours d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants des dieux qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'État. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorrhe dans la Bible et qui aujourd'hui constitue un signe avertisseur non négligeable pour l'épouse de Christ. Anna Kisala. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église catholique romaine qu'un pape plaide pour un acte homosexuel de solidarité. Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille, ils sont enfants de Dieu. Voilà les mots très abominables prononcés par le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome, où il s'est dit d'accord à l'union civile pour les homosexuels. Ce n'est toutefois pas une surprise, car le pape François lui-même avait validé en 2014 la possibilité pour l'Église catholique de reconnaître l'amour des couples homosexuels dans le document préparatoire du synode sur la famille. Mais cette perspective n'avait pas reçu un nombre suffisant de voix pour être reconnue comme une proposition synodale. Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le souverain pontife a soutenu l'union civile pour les couples homosexuels comme alternative au mariage religieux entre personnes du même sexe. Cependant, devenu pape, l'Argentin se prononce publiquement aujourd'hui en faveur des unions civiles au mépris même de la Sainte Bible qui condamne avec fermeté ces relations immorales. Que dirons-nous? N'est-ce pas là le signe crucial qui nous pointe à la fin des temps? Car l'homosexualité est bien ce péché le plus pervers qui a précédé à l'impitoyable destruction de Sodome et Gomorrhe. Quel temps vivons-nous? Levons la tête, car le jour de la rédemption est réellement proche. Voilà, la rédemption est réellement proche. Merci Anna. La technique de méditation métaphysique ou transcendantale pour se relaxer et développer la conscience de soi pour débutants. La technique de cette méditation que nous vous proposons ici existe depuis la nuit des temps.
Elle a été reprise par Maharishi Mahesh Yogi en 1955. C'est une pratique qui est surtout utilisée en vue d'une relaxation profonde et d'un développement du mental. Elle est adaptée à tous les âges, jeunes et moins jeunes, pour se relaxer et développer sa conscience et l'atteinte de la paix intérieure. Cette méditation se pratique 2 fois par jour, de préférence le matin au lever du soleil et le soir avant le coucher. Mettez-vous à fixer un point du mur, ou alors, une flamme de la bougie, y voir jaillir des rayons entourant cette flamme comme une couronne prenant la forme de la flamme. La séance dure 20 minutes pour les adultes et dans les 10 à 15 minutes pour les enfants. Pour débuter la pratique, commencez par trouver un endroit calme, à l'abri des distractions extérieures. Choisissez des vêtements amples pour éviter toute sensation de gêne. Mettez-vous assis, soyez bien à l'aise. La technique de méditation métaphysique, voire transcendantale, est une méditation très simple. Comment la pratiquer? Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Aucun effort de concentration n'est nécessaire. 2. Détendez-vous, en respirant naturellement sans réfléchir. 3. Fermez les yeux et répétez un mantra dans votre tête, au fur et à mesure que la séance continue. 4. Cela doit se faire de façon presque automatique et involontaire. La technique de cette méditation métaphysique utilise des mantras. Il est question des sons de voyelles pour faciliter une relaxation mentale et profonde, et le développement de la conscience. Des sons en des phrases, surtout de mots, à répéter à voix haute ou mentalement pour détendre l'esprit. Nous y reviendrons. Alors professeur, la page pratique traitait de la méditation métaphysique qui figure d'ailleurs dans la dernière partie de la deuxième chronique, autant pour moi. Et contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, on parle d'une certaine technique, genre il faut s'asseoir et fermer uniquement les yeux. On sait que habituellement, il faut peut-être fermer les yeux, c'est vrai, mais vous ajoutez à cela les mantras. C'est quoi les mantras? C'est les sons, c'est-à-dire que, disons, il y a dans cette technique l'utilisation de la pensée, l'utilisation des actes, parce qu'il y a pensée, acte, parole. Alors, on ne va pas, cette technique ne va pas fonctionner comme avec la prière, où on a à glorifier le bon Dieu du fait qu'il ait accepté que la journée, nous puissions la passer sans accident, et qu'on ait mangé copieusement nos mets, et qu'on ait bu nos bières, et que nous dormons, nous prenons le lit comme ça, tout en espérant que demain matin, il nous donne encore la chance, la grâce de continuer avec du moins avec nos bières demain et nos nourritures. Et puis insulter les gens dans les lieux de service, faire n'importe quoi et tout. Hein? On est en voiture, on bouscule les gens en passant et puis on les insulte, du moins on éclabousse les gens, on les insulte et tout. Et on est content parce que on n'est pas n'importe qui. Ou bien le taximan vient, il a les gens dedans parce que le professeur Edman Niek, le port est en bordure de la route, il demande à la personne descend. Le professeur monte. Allez, voilà, je monte seulement parce que je ne suis pas n'importe qui. On a vu ce genre de situations, mais pendant ce temps, non. C'est pas comme ça. La méditation va sur cette phase que nous avons abordée là, c'est qu'on commence à travailler sur un aspect banal. On a dit, bon, on peut dire, bon, si tu regardes ton mur, qu'il soit peint ou pas, tu vas voir une tache. Tu regardes cette tache-là, longtemps. Et tu vas explorer cette pratique de temps en temps, à voir que la tache-là,
qui est peut-être ovale, devenir ronde. Pas que ça sera rond sur le mur, mais c'est que la projection que tu fais sur le plan de la visualisation, c'est que tu veux voir cette tâche-là avoir un diamètre allant de 10 à 15 cm, alors que c'est juste une petite tâche qui a juste le temps d'une pouce qu'on ait déposé la saleté du l'encre sur le mur avec. Bon, maintenant, on peut utiliser l'encens, on le verra bien, qui va faire en sorte que les odeurs tout autour de soi s'améliorent, pour ne pas expliquer ça compliqué en disant que les mauvais esprits sont montés et descendus, non. Prenons la chose simplement. On peut aussi refuser d'utiliser la lumière d'électricité, parce que souvent c'est des lumières artificielles arides et tout, qui ont des vibrations antipathique, sauf si on utilise des ampoules de couleur, d'une certaine couleur. Voilà. Bleu, violet, violette et jaune et tout. Bon, peut-être même les lumières des ampoules de couleur blanche, mais amoindries. Alors, maintenant, il faut le son, parce que ça, c'est les actes qu'on a posés comme ça. On a la pensée, on a posé les actes. Maintenant, il faut le son. Le son, on va le prononcer. Le son, c'est les paroles. Le son, c'est ce que j'ai dû dire, des phrases. Bon, soit on a une phrase qu'on répète tout le temps, pendant une longue période. Une phrase peut-être de paix. Soit c'est des sons de voyelles. On peut dire « ah », une voyelle. Hein. Comme on peut dire « oh ». Ça dépend qu'est-ce qu'on a à faire avec A, avec O ou avec U. Ça dépend, qu'est-ce qu'on veut. Alors, lorsque on a, quel genre de vibration on veut produire, qui va concourir à la pensée, parce que lorsque vous faites ces vibrations-là, lorsque vous provoquez avec ces sons-là, vous multipliez les vibrations de la pensée par 10 ou je sais quoi. Déjà, l'environnement est mis en condition avec le décor. Cela transforme l'état d'esprit même de la personne qui médite. Voilà. Et là, c'est des méditations à des lieux choisis. Au-delà de ce que nous verrons comme méditation à des lieux non choisis, quand on marche en route, on médite, ou bien quand on est dans sa voiture, quand on conduit et tout, on ne se distrait pas quand même pour aller faire l'accident, parce qu'on est en train de méditer, on ferme les yeux comme pour prier, non. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit qu'on peut prononcer les voyelles A, O, U. J'ai l'impression qu'à chaque pensée qu'on aura dans sa tête au moment de notre méditation, il y aurait une voyelle à prononcer. Par exemple. Par exemple. Mais moi, je pense que nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes des instigateurs. Parce que quand on dit qu'on fait un travail d'éthique, ça veut dire qu'on fait un travail en respectant la liberté de tout un chacun de faire ses recherches en fonction de sa mission et trouve des choses. Moi, j'ai reçu hier un jeune homme qui m'a appris beaucoup de choses hier. Il était à mon bureau. Alors, j'étais seul, mais j'ai commencé à admirer ce jeune homme jusqu'à ce qu'il devienne Mbombok, pour du vrai, pas les Mbombok qui s'affichent à la télé, et ici et là, et qui s'affiche en tant que tel, et sans que le répondant soit par rapport au Mbok. Alors, il m'a expliqué quelque chose. Moi, je suis Bassa, c'est un Bassa, il dit bang. Bang, bang, bang. Il m'a dit bang, 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 bang veut dire relique, bang veut dire plein, bang veut dire excusez. C'est-à-dire, ça m'a paru, c'est des choses que je connais, mais je n'avais jamais réalisé ça de cette manière-là.
du coup comme ça. Alors, donc, et qu'est-ce qu'il me dit par la suite? Il me dit, c'est toi mon maître. Comment? Je dis, comment ça? Ton maître comment? Il me dit, mais quand tu parlais tes choses à la télé, tu crois qu'on ne te suit pas? Ben, j'ai dit, mais tu me suis, mais moi je suis en train d'apprendre aussi quelque chose de toi là maintenant. Alors donc, on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour inciter les gens à l'éveil de conscience pour du vrai. Voilà. Parce que à travers eux, nous aussi, on aura quelque chose en retour. C'est comme tu enseignes l'enfant, toi tu as le CEP, lui il aura le bac. Alors avec ça, il pourra venir enseigner ses enfants aussi en secondaire. Hein? Alors pour conclure avec la page pratique qui traitait de la méditation métaphysique, est-ce qu'on peut remplacer la prononciation des voyelles par des chansons? Parce qu'on a souvent sur internet, on a des musiques qu'on vous dit que vous pouvez écouter pendant que vous méditez. Est-ce que c'est possible de remplacer ou alors... Il y a des musiques qui ont des sons. Qui sont prononcés de façon à ce que on se rime à ces sons en essayant même de les prononcer. Sauf que tout ce qu'on fait, on doit être au courant de ce qu'on fait. Voilà. Donc on va passer à la page dédiée aux téléspectateurs. On va prendre la peine de répondre aux questions que nous avons reçues. C'est le SOS téléspectateur. Alors, professeur, on a un téléspectateur qui nous écrit « Son petit frère souffrirait, voilà, d'une prostate et aujourd'hui, il pisserait du sang. Que faut-il faire dans ce cas ?» Bon, ok, on avait dit que les gens doivent nous poser les questions et nous, on les étudie en semaine pour l'autre semaine parce que ça fait partie du volet du travail qui rénove cette émission. Du moins, cette année, ce que nous aurons à faire. Donc, je t'en prie, tu notes ça et puis on va essayer de voir comment répondre ça à la prochaine édition. Alors, on a une autre question qui vraiment n'a rien à voir avec le thème, mais je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà. Comment faire, ou alors que faut-il faire pour éviter les couches de nuit? Bon, alors ces questions-là, comment on va faire? On va faire que si beaucoup de questions viennent à la fois, on va faire les tirs au sort. Voilà. Et traiter une des questions de celle ou des questions, parce que dans une émission, on ne pourra pas traiter 1000 problèmes à la fois. Voilà, chaque émission, on aura au moins un problème qui concerne les téléspectateurs qui se gênent, qui se font de la peine à nous suivre jusqu'à une heure tardive. Voilà. Une autre question, bonsoir professeur, comment faire pour se connaître réellement? Alors se connaître réellement, c'est suivre le conseil qu'on venait de dire. Ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu retenir ces conseils, peuvent nous suivre sur YouTube et pourront bien revoir pas à pas l'émission, réécouter quoi, pas à pas l'émission, et puis ils verront s'ils ont des questions par rapport alors à des paramètres des réponses données au cours de cette édition. Et là, nous allons revenir dessus si c'était insuffisant, ces réponses-là. Alors, un autre téléspectateur voudrait savoir, est-ce qu'avec ce que vous nous aviez dit ce soir, on pourrait déjà commencer à méditer? Oui, ce soir, on peut commencer à méditer. L'exercice là avait pour but qu'on commence à se débrouiller, à faire des méditations qui sont juste pour acquérir la paix intérieure. Et ça commence par là, parce que si on a la paix intérieure, on a le bonheur. Alors, mais professeur, s'il faut commencer à méditer ce soir, juste pour la paix intérieure, on va prononcer quelle voyelle? On ne prononce pas de voyelles, on commence seulement à s'exercer, à voir la flamme de la bougie qui projette les rayons.
ou alors un point de mur. Et après, on s'assied, c'est-à-dire on fait comme si on perdait du temps, mais c'est comme ça qu'on commence à prendre l'habitude. Voilà, c'est comme tu amènes l'enfant à l'école, on ne sait pas qu'est-ce qu'il ne va pas faire là-bas, lui il parle quand même. Hein? Et quelle pourrait être la durée de cet exercice? On a dit 20 minutes. Bon, mais dans un premier temps, ça peut être 5 minutes. Hein? Voilà. Parce que 20 minutes, là, c'est pour les gens qui sont rodés. En fait, une bonne méditation, c'est 1 minute lorsqu'on est au début. Hein? Parce que le temps de commencer à penser de tout et de rien, on aura déjà fait sa minute. Mais 1 minute, quand même, c'est extrêmement insuffisant. Insuffisant. Voilà. Donc, mais pour ça, moi, j'ai une autre question, peut-être que les téléspectateurs n'ont pas pu poser. À quel moment devrait-on méditer? Tôt le matin et tard le soir. Mais tard le soir, on risque de dormir souvent aussi, hein, parce que quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à méditer. C'est même pourquoi il faut l'économie du temps, surtout quand on est au début. Donc, ça veut dire qu'en milieu de journée, ce n'est pas possible? Oui, moi, je dis dans un premier temps, puisque ce que je veux donner comme réponse là tient compte de ce qu'on a donné comme exercice. Voilà, mais je disais tout à l'heure que on peut méditer tout le long de la journée. Ça nous fait en sorte que nous ne divagons pas, nos idées ne divaguent pas, on n'est pas trop au téléphone, hein, portable pour des choses pour lesquelles ça ne sert à rien. Hein, voilà. Donc, professeur, nous sommes déjà, nous tirons à la fin de l'émission, mais avant d'arriver à notre conclusion, j'aimerais bien savoir ce que vous réservez aux téléspectateurs pour la prochaine fois. Alors, donc, on a dit ici qu'on va essayer d'élargir la chose vers l'initiation. Pour qu'il y ait une concordance entre l'initiation et la méditation. Parce que la méditation ne doit pas être une prière. C'est un outil des initiés. Et comment, sans être initié, peut-on méditer? Il faut donc faire ces ponts-là. Voilà, on va essayer, on ne sait pas si on pourra, parce que les émissions là ne sont pas préparées d'avance. D'avance, effectivement. Voilà. C'est question d'inspiration. La chronique, c'est quelque chose comme dans le journalisme, tout le monde écrit quelque chose. Bon, et des fois, on manque d'inspiration. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont commencé ce genre d'émission. Aujourd'hui, ils n'en font plus, parce qu'ils ne sont plus inspirés. C'est comme les musiciens qui ne font plus de la musique. Parce qu'ils ne savent plus s'il faut seulement réchauffer les morceaux d'avant, ou bien il faut encore faire quoi. Et ils n'ont plus quelque chose dans la tête. Donc c'est une œuvre très compliquée. Pour pouvoir faire une chronique, il faut rester, écouter soi-même sur le plan métaphysique, afin de voir qu'est-ce que tu vas dire. Ce n'est pas une histoire de simple lecture. Voilà. Donc, disons que la semaine prochaine, on va traiter de l'initiation et j'ose croire que c'était là votre mot de fin. Tout à fait. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter ce soir. N'oubliez surtout pas et nous espérons vraiment que cette pensée vous accompagne tout au long de cette semaine. Vous êtes ce que vous pensez ou alors nous sommes ce que nous pensons. Nous pouvons commencer à nous exercer à penser positivement, pourquoi pas, pour que notre vie soit plus positive. Et vous pouvez également commencer à vous exercer à méditer, juste pour la paix intérieure, comme nous l'avions dit ce soir. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, vous aviez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube dès demain matin. Bonsoir à vous.